Bernard Jacob, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les caves Ackermann et depuis peu, vous nous proposez un voyage au centre de la bulle. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un vrai voyage au sein de nos caves pour découvrir cet univers fascinant qu'est le monde des bulles. À travers l'histoire de la société Ackermann, de son fondateur, et puis à travers aussi des œuvres artistiques qui ont été créées pour l'occasion. Alors il s'agit d'une sorte de parcours initiatique qui oscille entre l'art et l'art de la bulle. Pourquoi vous avez choisi de vous positionner sur quelque chose d'assez touristique? On est un peu loin du vin finalement. Oui, on n'est pas si loin que ça. Le vin est l'œuvre de l'homme aussi, et donc comme l'art l'est également. Donc il y a une proximité, je pense, assez naturelle entre l'art et le vin, d'où cette coexistence en fait des deux dans nos caves. On montre aussi bien sûr notre métier, notre savoir-faire parmi ces différentes œuvres artistiques aussi. Est-ce que vous avez la volonté de vous positionner comme étant vraiment une cave touristique aussi bien qu'une cave à vin? Clairement, oui. Clairement, on veut être une des plus importantes caves œnotouristiques, comme on dit aujourd'hui, de la région, pour faire découvrir notre patrimoine, la richesse de nos vins, leur diversité. Je crois que de par le fait, vous avez littéralement cassé votre tirelire. Oui, un peu, il le fallait. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dépenses occasionnées? Alors c'est un investissement d'à peu près 400 000 € que l'on a réalisé. Bon, il s'inscrit aussi dans le cadre de notre bicentenaire, puisqu'on fête les 200 ans de notre entreprise. Et donc, bon, il était, je pense, normal de partager aussi cette histoire avec tout le monde. Et bon, pour ça, il faut la mettre en scène, bien entendu, quoi. Cette scène, elle se déroule sous terre, avec un jeu de mots qui est fait sur l'œuvre de Jules Verne, voilà, un auteur nantais que vous semblez affectionner. Et durant cette visite d'une heure et demie, on découvre effectivement des éclairages sublimes de vos caves. On découvre également des œuvres artistiques. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Oui, mais je souhaite surtout que les gens le découvrent par eux-mêmes, parce que je pense que je serais moins bien placé qu'eux-mêmes pour exprimer ce que mes yeux ou ce que leurs yeux peuvent plutôt voir. Eh bien, je propose aux internautes de Sommer Kiosque de consulter notre galerie de photos et tout simplement aussi de venir vous rendre visite. Merci infiniment au nom des internautes de Sommer Kiosque. Merci beaucoup. Julien Goudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable tourisme aux caves Ackermann. Nous venons d'entendre à l'instant M. Jacob nous parler de cette nouvelle scénographie que vous proposez dans vos caves. Et je crois que les handicapés n'ont pas été oubliés, loin de là. De quoi s'agit-il? Alors oui, effectivement, dans le cadre de la nouvelle scénographie Ackermann, Voyage au centre de la bulle, nous avons initié un système de visite audio-guidée. Grâce à ces appareils que nous appelons des audio-guides, eh bien, nous avons équipé certains d'entre eux de boucles permettant aux malentendants eh bien, de suivre une visite au même titre que les autres publics. Comment s'utilise cet appareil? On le visse à l'oreille? Voilà, nous le vissons, nous avons une boucle qui est reliée donc à cet appareil et qui permet d'amplifier donc le volume voilà, des différentes étapes de la visite. Rares sont les caves ou les établissements touristiques qui proposent dans le pays saumurois ce type d'équipement. Alors, au niveau des caves, nous sommes les premiers à lancer ce type de visite autonome qui permet, outre de répondre à certains handicaps, mais aussi à d'autres clientèles de suivre la visite en des langues telles que le néerlandais et l'allemand. Nous n'avons pas toujours ce type de personnel toute l'année et nous comblons cette lacune. Voilà. Alors, vous allez également prétendre sous peu à une labellisation justement. La labellisation s'appelle Tourisme et Handicap. Où en sommes-nous? Alors nous avons initié une démarche auprès du comité départemental du tourisme. Nous avons formulé cette demande il y a de cela maintenant un an en vue d'obtenir ce label. Alors ce n'est pas une manière d'obtenir à tout prix un label pour un label, mais c'est une vraie volonté, volonté de notre part d'accueillir tout public et une première commission est venue dans nos caves pour dire que nous avions tous les atouts
pour répondre aux différents au cahier des charges du label Tourisme et Handicap. Néanmoins, nous avions quelques encore travaux à réaliser et au terme de cette scénographie, eh bien, cela sera chose faite. Merci beaucoup Julien Goudot, au nom des internautes de Saumur Kiosque. Merci à vous. Merci à vous. Geoffrey Ratouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, docteur en histoire. Les caves Ackermann vous ont missionné pour faire des recherches sur l'historique de ces caves. Et vous avez découvert, entre autres, qu'en son temps, Jean-Baptiste Ackermann a eu quelques revers de la part des Champenois. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors ce ne sont pas quelques revers, c'est plutôt quelques anicroches, pourrait-on dire. On va rappeler rapidement un petit peu l'histoire de la maison. Donc Jean-Baptiste Ackermann arrive à Saumur en 1811, il fonde sa maison de négoce de vin, il perce le secret de la méthode dite champenoise, il fonde un vin, il crée un vin absolument exceptionnel qui s'appelle le Royal Ackermann, un vin qui ressemble, qui a beaucoup de qualité du champagne, mais qu'il vend beaucoup moins cher que le champagne, et donc le vin se vend extrêmement bien, en particulier en France certes, mais aussi, et peut-être surtout, sur le marché britannique, le grand marché commercial de l'époque, pourrait-on dire. Et donc tout va pour le mieux pour lui, pour la maison Ackermann également qui se développe énormément. Et en 1866, donc Jean-Baptiste Ackermann décède, et son fils, Louis-Ferdinand Ackermann, qui prend la succession et qui développe encore plus les ventes à l'étranger grâce entre autres à un moyen, un média tout à fait nouveau pour l'époque, qui est la publicité dans la presse. Et à la grande époque, donc vers 1900, la maison Ackermann détient à peu près 20% du marché britannique. Et c'est là où bas blesse, c'est-à-dire que les Champenois ne comprennent pas comment ce petit négociant à la base, cette petite maison de négoce en vin à la base de Saumur, a réussi à conquérir autant de parts de marché. Alors, ça va poser problème parce que ce vin de Saumur à bulles, que l'on appelle d'abord le Royal Ackermann, puis de façon beaucoup plus générique le champagne de Saumur, eh bien c'est là où bas blesse en fin de compte, parce que les Champenois disent voilà, comment se fait-il que les Saumurois appellent leur vin le champagne ne peut être fait qu'en Champagne, ce à quoi les Saumurois répondent mais non, le champagne ne signifie pas que le vin est fait en Champagne, mais que ça signifie simplement c'est un vin à bulles. Bref, le procès va durer tout de même 20 ans. Est-ce que ça signifie qu'à un moment donné, le Saumur brut tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait pu ne pas exister? Alors, le Saumur brut, c'est, je veux dire, quasiment Jean-Baptiste Ackermann qui l'a inventé. Les procès, il y a 20 ans de procédure qui va nous mener de Saumur jusqu'à la Cour suprême, qui est la Cour d'appel de Paris. En effet, ça va être extrêmement long, très compliqué. C'est deux notions qui s'opposent. Est-ce que le champagne est un vin fait en Champagne, ou est-ce que le champagne est un vin à bulles, tout simplement? Donc, est-ce que le champagne est un nom générique, ou le nom d'un vin fait sur un cépage, un territoire particulier? Alors, au final, les Saumurois vont être déboutés de leur demande, donc les Champenois vont pouvoir seuls conserver le nom de Champagne, on parle pas encore d'appellation. Avec toutefois, Geoffrey Ratouis, oui, des dommages collatéraux sur la vie des Champenois, sur la vie de certains Champenois. Que s'est-il passé? Alors, ça c'est, je dirais, le revers de la médaille pour les Champenois. Les Champenois croient vraiment l'emporter sur les Saumurois. Et en fin de compte, ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas souligné précédemment, c'est que les Champenois n'ont pas assez de vin en Champagne pour produire le champagne. Donc ils l'achètent à l'extérieur, ils l'achètent entre autres en Anjou et en Touraine. Et du jour au lendemain, les Champenois de Champagne ne sont plus à même de produire leur vin, parce qu'ils l'achetaient simplement à l'extérieur. Donc ça va provoquer énormément de faillites, sans compter qu'il va falloir délimiter ce qu'est la Champagne. Donc certains vont être dans la Champagne, et d'autres à l'extérieur de cette future appellation d'origine contrôlée. Et ça va provoquer en 1911 une révolte de vignerons qui vont être à l'extérieur du territoire, et le gouvernement français va faire appel à plus de 40 000 soldats pour établir l'ordre dans cette partie de ce qu'est aujourd'hui d'ailleurs la Champagne. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Des morts derrière tout cela? Non, il n'y a pas eu, heureusement il n'y a pas eu trop de décès, quelques-uns, mais c'est bon. Tout de même. Tout de même. Mais ça a forcé les Champenois à délimiter, à déterminer ce qu'est ou non la Champagne. Et cette lutte entre Champenois et Saumurois va faire naître ce que l'on appelle aujourd'hui simplement les appellations d'origine contrôlée. Tout simplement, pour conclure, je crois que les Champenois peuvent dire merci tout simplement à Jean-Baptiste Ackermann. Eh bien, c'est moi qui vous dis merci, Geoffrey Ratouis, au nom des internautes de Saumur Kiosque. Merci beaucoup.